Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'utilisation des données spatiales pour répondre à certains défis actuels, notamment le risque climatique. Peut-être que je nous présente d'abord rapidement. Donc voilà, Antoine Reynaud, qui est géomatique, je ne sais pas si on dirait géomatique, expert en géomatique, c'est ça, de formation, qui est consultant chez Milliman et qui est plus précisément du coup analyste risque climatique chez nous. Et nous avons Bruno Béchat qui est responsable actuariat data science chez Accurate. Et moi-même, donc, je suis senior consultante en R&D chez Milliman et responsable risque technique. Donc, ce que je vous propose, c'est que je peux vous faire une première petite introduction sur déjà qu'est-ce que c'est qu'une donnée spatiale, et puis vous donner tout un tas d'idées, de cas d'usage, de cas d'application au cours desquels on peut utiliser, on peut valoriser ces données spatiales. Il y a vraiment une plus-value de ces données. Et éventuellement aussi vous expliciter quelques caveats importants à avoir lorsqu'on utilise des données spatiales. Ensuite, je laisserai la parole à Antoine. Oui, merci. Ensuite, je laisserai la parole à Antoine qui vous montrera plus précisément comment est-ce qu'on utilise la géomatique pour traiter le risque climatique. Et enfin, Bruno vous expliquera comment est-ce qu'on peut utiliser les données spatiales dans le processus de tarification. Alors, tout d'abord, on est... Ah oui, bah oui. Ça marche pas. Ça marche. Voilà, c'est bon. Alors, on sait que de plus en plus, on a énormément de données en open data. C'est un atout parce que du coup, on peut rechercher les données qui nous manquaient jusqu'ici. Il y a de plus en plus de bases de données riches qui sont construites. Cependant, il faut faire attention à plusieurs choses. C'est que déjà, elles ne sont pas toutes mises à disposition. Alors, parfois, il y a des licences qui sont mises, donc elles ne sont pas toutes. On a l'impression qu'elles sont en open data, mais en fait, on n'a que des extracts de bases de données, pas les bases de données entières. Alors, je reprends parce que je suis un peu... j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je suis désolée. C'est le stress. Ces données pas complètes. Tout à fait. Elles ne sont pas complètes. Parfois, elles sont protégées par des licences. Tout à fait. Il faut faire attention à autre chose également. C'est que parfois, on a des bases de données qui sont disponibles aujourd'hui. On va construire un modèle sur des données qui sont disponibles aujourd'hui sans faire attention au fait que la base de données ne sera pas reconduite dans le temps. Et donc, si on veut construire un modèle qui a vocation à être backtesté sur plusieurs années, en fait, on ne pourra pas le mettre à jour. On ne pourra pas recalibrer le modèle. Donc ça, c'est un point d'attention à avoir. Donc, ces données spatiales, forcément, nous ouvrent de nouvelles opportunités en termes d'enrichissement de nos modèles actuels. Il y a beaucoup de cas d'usage pour lesquels on peut utiliser les données spatiales. Ça soulève un point important, c'est que pour l'instant, l'actuaire n'est pas formé en fait, à utiliser ces données. Pour l'instant, on sait utiliser des bases de données classiques avec des formats classiques. On sait utiliser des bases de données Excel, des CSV. Par contre, quand il s'agit d'utiliser des formats un peu plus complexes, en général, l'actuaire ne sait pas faire. Donc, il va falloir former les actuaires à utiliser ces données et surtout à les former à avoir les bons caveats en tête parce qu'encore une fois, il faut prendre toutes ces données spatiales avec précaution parce que ce n'est pas si simple de les exploiter. Voilà un petit peu pour une sorte d'introduction. Donc là, je vais commencer par le premier niveau, ce que l'actuaire sait faire aujourd'hui. Donc c'est récupérer des données spatiales très simples, donc des coordonnées de points, une latitude, une longitude, et créer des cartes. Ça, normalement, l'actuaire sait faire. Donc, dès qu'on travaille à une maille géographique, donc, on peut travailler à la maille adresse, on peut travailler... donc en France, on a le code IRIS, le code INSEE, on a le canton, le département, la région. Peut-être que j'en ai oublié, mais globalement, c'est ça. Et donc, dès lors qu'on a cette information-là, on peut créer des cartes. Donc là, la toute première étape dans l'utilisation des données spatiales, c'est la data vise. On va représenter nos données. Et donc là, j'ai voulu vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc là, ce sont les taux de mortalité aux US par État. Donc on a 2019 et 2020. Donc l'idée, c'était de mettre en lumière les États qui avaient été le plus touchés
par le Covid. Et donc on voit par exemple sur l'État de New York qui avait en 2019 une mortalité parmi les plus faibles parmi tous les États des US. En 2020, il a une mortalité plutôt moyenne dans l'échelle de couleur qu'on a mis. Et par contre, quand on calcule les taux d'évolution de la mortalité entre 2019 et 2020, on voit qu'en fait, l'État de New York ressort parmi les États qui ont un taux d'évolution les plus élevés. Donc en fait, l'État de New York a été le plus touché, un des plus touchés par la mortalité due au Covid-19. Donc ça, c'est des premières utilisations qu'on peut faire des cartes. Alors ce genre de cartes, ce sont des cartes complètes. Ce sont des cartes qui permettent la représentation d'une donnée quantitative à l'aide d'une échelle de couleurs. Alors, je vais repartir un petit peu en arrière. Maintenant que je vous ai montré un petit peu des choses que vous connaissez a priori, on va repartir sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée spatiale. Donc, on a plusieurs types de données spatiales. Je vais commencer par les points et les polygones. Donc, les points, c'est latitude, longitude, c'est un couple. Qui permet, par exemple, de représenter la localisation des assurés, des coordonnées GPS lorsqu'on se déplace, des lieux d'accident. Donc là, sur la petite carte juste en dessous, elle représente en fait la localisation des accidents en véhicule léger autour du rond-point de l'Étoile, des accidents qui ont fait intervenir la police. Donc on a utilisé la base de données, c'est BACC, c'est ça ? BACC. Et ce type de carte, en fait, nous permet, et ce type de données pourrait nous permettre, par exemple, de repérer des endroits à plus forte concentration d'accidents et d'essayer de repérer pourquoi est-ce qu'on a ces accidents-là et peut-être éventuellement de mettre en place des actions de prévention à ces endroits. Ça peut être un défaut de signalisation, par exemple, ou un problème de qualité de la chaussée. Et ça, on peut le repérer grâce à ces cartes-là. Les polygones, donc c'est un ensemble de points qu'on peut relier, donc on peut avoir des polygones de toutes sortes. L'actuaire connaît très bien le polygone, pourquoi ? Parce que ce sont les types de données spatiales utilisés pour créer des zoniers, donc tous les zoniers sont des polygones, pour représenter des zones de risque. Ensuite, on a les lignes, et c'est là que ça commence un petit peu à se compliquer. Donc l'actuaire, en fait, connaît points et polygones. En termes de données vectorielles, on a aussi les lignes. L'actuaire est moins familier avec les lignes, donc c'est tout ce qui a une structure linéaire. Donc ça va être le tracé des fleuves et des rivières, ça va être un réseau routier, ça va être des frontières. Et ça, c'est particulièrement intéressant, par exemple, pour modéliser des inondations, des flux hydrauliques dans des bâtiments, ce genre de choses. Et enfin, on a les rasters, donc ça, c'est quasiment jamais utilisé pour l'instant. Enfin, en tout cas, on ne sait pas forcément le faire, il nous faut des experts. C'est plutôt, donc, points, lignes, polygones, ce sont des données vectorielles. Les rasters, ce sont des données matricielles, où en fait, les cartes vont être pixelisées et chaque pixel va représenter, donc là, sous forme de couleur, par exemple, une information. Donc là, sur la carte, on a représenté l'altitude en France. Plus le point est foncé, plus l'altitude est élevée. Voilà, donc ça c'est un raster. Et l'image tout à gauche, c'est également un raster un peu plus complexe où là on a tous des, donc ça c'est un fleuve en fait et on a toutes les je sais pas comment ça s'appelle, les nappes phréatiques tout autour, enfin tous les réseaux où il y a de l'eau tout autour de ce fleuve. Voilà, donc après il faut les utiliser ces données. Donc on a pas mal de cas d'usage. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les cas d'usage que je vais citer, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Donc on a... Oui, merci. Donc on a des données structurées qu'on peut enrichir après avec des données non structurées, donc je vais vous expliquer un tout petit peu après ce que c'est. Donc les données structurées, on va avoir des courbes, des graphes, des nuages de points. Donc premier cas d'étude par exemple, l'étude de l'évolution des maladies mentales en France. Donc on a une base de données, la base ALD, affection longue durée d'Amélie, qui va nous donner le nombre d'affections longue durée en France et par région. Donc on peut par département même, donc on peut représenter ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que par exemple, on peut croiser cette base de données avec par exemple des intensités de mortalité Covid ou des infrastructures
qui ont été mises en place au cours de la pandémie. Et en fait, on peut croiser et essayer d'étudier l'impact de la pandémie sur le nombre des maladies mentales, par exemple. Ensuite, deuxième petit exemple, on va avoir par exemple la BACC qui répertorie les accidents corporels de la circulation. Donc pareil, donc ça c'est une redite, mais avec cette base de données, on peut repérer des concentrations d'accidents qui peuvent nous permettre après de mettre en place des actions de prévention pour éviter ces accidents. On a d'autres bases de données disponibles. Par exemple, pour le risque inondation, on peut citer l'API d'eau France, qui nous donne tous les niveaux et les débits de cours d'eau en France, avec un certain nombre de stations de mesures, donc qui nous donnent des mesures assez précises qu'on peut utiliser dans le cadre de la modélisation des inondations. Et on a également, dernier exemple de base de données en open data, la plateforme EFIS, qui nous renseigne sur les feux de forêt en Europe. Donc voilà quelques exemples de bases de données qui peuvent être enrichies en fait avec des données non structurées. Qu'est-ce que c'est des données non structurées? La plupart du temps, ça va être des images. Donc par exemple, on va avoir des images de Google Street View. Donc là, par exemple, ok, là je vous ai pas montré encore. Donc là, par exemple, on peut appliquer des filtres sur des images d'immeubles qui nous permettent de repérer des lignes horizontales. Et grâce à ça, on peut repérer par exemple le nombre d'étages. À quoi ça sert de repérer le nombre d'étages d'un immeuble? Tout simplement, au lieu de poser la question lors d'un questionnaire de souscription d'une assurance habitation, au lieu de poser la question combien d'étages à votre immeuble, on peut se passer de cette question parce qu'on aura l'information en open data. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas hyper facilement. On peut récupérer les images de Google Street View déjà avec un petit peu de travail. Et pour en extraire les informations pertinentes, là, il y a encore beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que ça nécessite des formations supplémentaires qu'il faudrait rajouter dans les formations d'actuariat. Un autre exemple, par exemple, à droite, vous avez encore une fois une image Google Maps où en fait on peut repérer les arbres. Les arbres vont être un bon indicateur, par exemple, du risque incendie lors d'une sécheresse, parce qu'on sait que les arbres, plus il y a d'arbres, plus il risque du coup d'augmenter l'ampleur des incendies. Alors on voit que c'est pas parfait. Par exemple, là vous voyez qu'il y a plein d'arbres qui n'ont pas été captés par l'algorithme. Alors là je vais passer assez rapidement parce que je vois que le temps défile. Voilà, mais je voulais faire un petit récapitulatif des cas d'usage de ces données spatiales. En fait, toutes les branches de l'assurance sont concernées. En assurance vie, non-vie, santé, on a des cas d'usage de partout. Donc j'ai déjà cité la souscription avec la possibilité du coup de diminuer le nombre de questions parce qu'on aura l'information en open source. La tarification, Bruno va vous en parler en long, en large, en travers après. On peut citer également, je vais me faire un petit focus plutôt sur le risque climatique. Donc, qui dit climat dit forcément variable climatique, et qui dit variable climatique dit variable spatiale. Et c'est surtout là, en fait, qu'on va avoir des cas d'usage très intéressants sur la modélisation de la mortalité, sur la modélisation de l'impact du risque climatique sur la santé, avec par exemple les niveaux de pollution d'air, mais vraiment à un niveau très fin, parce qu'il faut repérer le type de particules qui vont avoir un impact par exemple, sur la prévalence de l'asthme. Et tout ça, on peut l'avoir grâce à des données spatiales et en open data. Alors, pour conclure juste cette conclusion, il faut avoir en tête qu'il y a plein de gros caveats à avoir sur ces données spatiales. Une illustration très parlante. Donc là, par exemple, on a un zonier. On a un zonier qui représente le risque inondation. Donc en bleu clair, on a une zone à risque faible avec une période de retour de 1 sur 1000. Et en bleu foncé, on a une zone à risque moyen avec une période de retour de 1 sur 200. On a deux possibilités pour géolocaliser les maisons. Donc en jaune, on a utilisé l'adresse Google. Et en vert, c'est l'adresse BAN, base d'adresse nationale. Et en fait, on voit que les points jaunes et les points verts ne sont pas du tout au même endroit. Tout simplement parce que en fait, Google va utiliser le centre de la maison pour géolocaliser l'adresse. Et en vert, en fait, la BAN va utiliser la boîte aux lettres.
Et donc on voit par exemple, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, c'est ça le pointeur? Yes. Alors on voit par exemple que ce point-là en jaune, il est dans la zone à risque moyen, et en fait son point vert qui correspond à lui, il est ici. Donc il est dans une zone à risque faible. Donc suivant le système de géocodage qu'on va utiliser, on va le mettre pas dans le bon zonier. Donc il faut faire très attention au type de géocodage qu'on utilise et plus globalement du coup à nos données spatiales, quelle est leur signification, comment elles ont été construites et comment elles sont utilisées. Voilà, donc je laisse la parole après cette longue introduction à Antoine. Merci Eve. Merci Eve. Donc maintenant on va parler ensemble donc, de la géomatique et de comment on peut utiliser la géomatique pour étudier les risques climatiques et mieux les appréhender, notamment en utilisant le cas d'usage des feux de forêt et des images aériennes qui sont une forme de données spatiales. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la géomatique? La géomatique, c'est en fait l'ensemble des techniques qui permettent de récolter, de collecter, d'analyser, de traiter, de représenter et de diffuser la donnée géographique. La géomatique, c'est en fait la contraction du mot géographie et informatique. Et plus généralement, quand on parle de géomatique, on parle de traitement d'informations géographiques. Comme Eve nous l'a présenté précédemment, il y a de nombreux formats de données géographiques. Et l'image aérienne, c'est le format raster, c'est-à-dire que c'est une image matricielle. On va avoir des informations à la maille d'un pixel. Et ces images, on les appelle aériennes parce qu'elles sont portées par des véhicules aériens, donc par exemple un drone, un avion ou un satellite. En fonction de l'usage, on va s'éloigner plus ou moins de l'objet qu'on va étudier. Par exemple, si on veut étudier un bâtiment, on va plutôt utiliser le drone, alors que si on veut des informations à l'échelle d'un pays, on va plutôt utiliser un satellite, par exemple. Ces images aériennes, elles sont donc récoltées par des satellites, des drones ou des avions. Et il y a de nombreux fournisseurs de données qui existent, notamment l'ESA, donc European Space Agency, mais aussi la NASA ou l'IGN qui fournissent ces données, parfois en open data, donc libre de réutilisation, parfois de manière payante. Avec ces données aériennes, on peut faire de nombreuses choses. Par exemple, l'année dernière, il y a eu de très graves inondations au Pakistan qui ont tué plus de 1700 personnes et qui ont causé plus de 15 milliards de dollars de dommages. Grâce aux images aériennes, des géomaticiens ont pu utiliser la télédétection, donc la détection à distance, pour cartographier les zones qui ont été touchées par l'inondation et donc transmettre ces cartes aux secours qui ont pu intervenir et faire une première estimation rapide des dégâts. Et donc à l'aide de la géomatique et des données spatiales, le risque inondation a pu être un peu mieux appréhendé. Maintenant, nous allons parler du cas d'usage feu de forêt qu'on a développé en interne à Milliman. Donc, comme Eve le mentionnait précédemment, il existe une plateforme, EFIS, qui permet de recenser les feux de forêt et de suivre en temps réel le risque de feu de forêt ou la présence de feux de forêt. Récemment, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu un gros feu de forêt qui a brûlé 770 hectares selon EFIS et qui est survenu le 16 avril 2023. Il a un peu ouvert la saison des feux en France. Ce feu de forêt, du coup, il se trouve dans les Pyrénées-Orientales et nous, on a voulu l'étudier grâce aux données satellites pour essayer de tirer de l'information, pour mieux appréhender le risque, le comprendre et essayer de cartographier la sévérité de cet incendie. Donc pour ça, on a utilisé les données proposées par l'ESA, donc des images satellites mesurées par un satellite qui s'appelle Sentinel-2. Sentinel-2, il a une période de 5 jours, c'est-à-dire qu'il met 5 jours à repasser au-dessus d'une même zone. Et donc nous, l'incendie s'est déroulé le 16 avril 2023. On a regardé une photo avant, donc le 12 avril, et une photo après, le 17 avril, et on a essayé de tirer de l'information. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on ne voit pas grand-chose quand on s'intéresse à cette image. On voit une tache un peu plus brune. On peut comprendre, moi je suis biaisé parce que je l'ai étudié, mais on peut se dire, voilà, c'est plus brun parce qu'il y a eu un feu dans cet endroit, mais ce n'est pas très limpide. Et en fait, la puissance des données satellites, c'est que sur le satellite sont embarqués de très nombreux capteurs. Ici, on utilise le capteur, l'appareil photo, qui mesure dans le visible. C'est un peu comme l'appareil photo que vous pouvez avoir sur vos téléphones. Mais sont embarqués de nombreux autres capteurs qui permettent de mesurer dans d'autres longueurs d'onde, et donc notamment dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, etc., et donc d'affiner notre connaissance du risque. On augmente notre spectre de compréhension du phénomène, en fait. Et donc, quand on change de point de vue et qu'on passe maintenant dans le proche infrarouge, on reconnaît directement... On reconnaît maintenant donc beaucoup mieux, quand on passe dans le proche infrarouge, la zone qui a été touchée par l'incendie.
En effet, les végétaux émettent de manière très intense dans le proche infrarouge, et ce que nous, on ne peut pas capter avec notre œil humain, mais que le satellite a pu capter. Et après le passage du feu de forêt, les végétaux brûlés n'émettaient beaucoup moins, voire plus, et donc on a pu capturer cette différence en fait, d'émissions dans le proche infrarouge. Donc ici, on a noté SWIR parce que c'est Shortwave Infrared. Donc en fait, c'est la bande qu'on appelle proche infrarouge en français, donc dans les longueurs d'onde proches du rouge. Et donc, à partir de ces images-là, on capte tout de suite plus d'informations et on arrive à mieux cartographier le risque. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une séparation continue de l'incendie au nord et à l'ouest, qui est due notamment en fait, à la topographie de la région, c'est-à-dire qu'on était sur un col, c'est la ligne de crête au-dessus, et le feu n'a pas réussi à traverser cette ligne de crête. Et ça, on arrive à le détecter, notamment avec ces images dans le proche infrarouge. Et quand on utilise maintenant des techniques de géomatique, ou aussi appelées de géoanalytics, on peut arriver à segmenter l'image et à récupérer l'enveloppe de la zone qui a été brûlée. C'est-à-dire que là, en utilisant notre image après l'incendie, dans le proche infrarouge, et en utilisant un algorithme de segmentation, en l'occurrence ici l'algorithme SAM, Segment Anything Model, qui a été développé il y a quelques mois par Meta, on peut arriver à extraire l'enveloppe de cette zone brûlée, et grâce à QGIS, donc un logiciel de géomatique, on peut intégrer cette zone brûlée sur un fond de carte et calculer des caractéristiques géographiques. Et donc on a pu notamment recalculer la surface brûlée, et donc l'estimation donnée par QGIS est de 830 hectares. EFIS donnait 770 hectares, et dans la presse on trouve 900 hectares, donc on est dans une fourchette raisonnable. Et donc à l'aide d'outils open source et de données open data, on arrive à retomber sur on arrive à trouver les statistiques générales de ce feu de forêt, et à faire des premières estimations. Ce qu'on a fait pour enrichir l'étude, c'est qu'on a aussi utilisé les données de la BD Topo, qui est un produit de l'IGN, qui renseigne en fait sur les caractéristiques fines du territoire. On trouve notamment la localisation des bâtis, mais aussi les lieux où se trouvent les casernes de pompiers, etc. Et donc en croisant l'enveloppe du feu de forêt avec les bâtis de la région, on a pu compter le nombre de maisons ou bâtis qui se trouvaient dans cette zone. Je dis bâti avec des grands guillemets parce que sous le nom bâti, on peut trouver des maisons, mais aussi des cabanes, des cabanons, donc ce n'est pas forcément des maisons habitées. Et donc, on a pu compter ces maisons et donc affiner notre compréhension du risque. Cette carte, elle aurait pu être utile pour des secours ou, par exemple, pour un assureur pour faire des premières estimations, savoir où est-ce qu'il y a les zones les plus risquées. Et pour encore approfondir cette étude, on a calculé en fait la sévérité de l'incendie parce que... Comme vous pouvez voir sur l'image, on voit qu'au sein de la zone rouge, on a des zones qui sont rouges moins intenses, voire vertes. Et donc, on n'a pas la même intensité partout sur notre couche, sur notre surface. Et donc, on a utilisé d'autres longueurs d'onde encore. Donc, on a pris une longueur d'onde bien précise dans le proche infrarouge, une autre aussi dans l'infrarouge, et on a calculé ce qui s'appelle le Normalized Burn Ratio, donc qui est défini dans la littérature, à partir des mesures dans les longueurs d'onde. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé ce Normalized Burn Ratio avant l'incendie, après l'incendie, et on a différencié ce Normalized Burn Ratio, et on a représenté, selon le delta en fait, entre les avant et après l'incendie, cette carte. Et en fait, il existe un ABAC dans la littérature qui permet de traduire un certain niveau, un certain delta de Normalized Burn Ratio en une intensité, en une sévérité de feu. Et donc, on a pu cartographier les zones avec une sévérité critique, élevée, modérée, et voire même trouver des zones qui n'ont pas été brûlées. Et lorsqu'on refait l'étude en croisant avec la BD Topo, on se rend compte qu'en fait, il y avait 0 bâti qui était en zone critique, de sévérité critique, donc brûlé à 100%. On a quand même trouvé 11 bâtis qui étaient donc en zone de sévérité élevée, soit 9% du portefeuille. En sévérité modérée, 25 bâtis, etc. Et donc, cette étude, elle nous a permis, elle permet d'estimer très rapidement les premiers impacts de ce feu et savoir quelles vont être les personnes qui vont avoir un besoin d'être relogées, quelles vont être les personnes qui vont avoir besoin d'être indemnisées rapidement ou de manière importante, et aussi de connaître les zones qui sont les plus exposées au risque. Pour aller un peu plus loin, on s'est aussi amusé à calculer des isochrones. Donc, les isochrones, ce sont des zones que vous pouvez accéder en un temps limité. Et donc, par exemple, on a calculé les isochrones donc, en voiture pour calculer les zones autour de l'incendie, accessibles, par exemple, en 10 minutes par la route. Et on a compté que, par exemple, il y avait une caserne de pompiers qui se trouvait dans un isochrone de 10 minutes,
3 casernes de pompiers dans un isochrone de 20 minutes et 4 dans un isochrone de 30 minutes. Et donc tout ça, en fait, ces données spatiales, elles nous permettent de mieux comprendre certains risques, notamment les climatiques, comme on a pu le voir, mais aussi d'autres risques. Et elles peuvent être aussi utilisées pour enrichir nos compétences et nos modèles actuariels. Mais, comme toutes les études de cas, il y a des limites qu'on a pu, des limites qu'on a pu identifier, notamment des limites de précision de la donnée. On utilise donc là des données géographiques, des images aériennes. La précision de ces images aériennes, c'est 1 km², c'est-à-dire qu'un pixel d'information représente 1 km² sur Terre. 1 km², c'est environ 32 mètres par 32 mètres, pour avoir un ordre d'idée. Et donc sur ce carré de 32 mètres par 32 mètres, on va avoir la même information. Or, on peut trouver une maison, on peut trouver plusieurs choses sur ce carré de 32 mètres à cheval, et donc on peut avoir une perte d'informations. Donc ça limite l'exactitude de nos estimations. Un autre obstacle à l'utilisation des images satellites, c'est la sensibilité aux nuages. Si on se retrouve avec des nuages, on ne peut pas faire l'analyse, et c'est notamment le cas de l'image après celle du 17 avril, donc du 22 avril. Nuage, c'est totalement inexploitable. Enfin, une dernière limite, elle réside dans la nature de la BD topo. Il y a aussi des imprécisions qui sont évaluées et limitées, mais qui existent. Et donc, notamment, par exemple, avec le bâti, on ne sait pas si c'est un cabanon ou une cabane, mais en croisant avec d'autres bases de données, comme par exemple la BD bâti, on peut savoir si c'est une maison habitée ou non. Mais il y a aussi des perspectives pour cette étude de cas. C'est qu'en fait, là, on n'a utilisé que des données open data, mais on aurait pu utiliser des données payantes, qui sont en fait, qui seraient des images plus précises, plus fréquentes. Et maintenant, avec toutes les innovations qu'on a, il y a des nouveaux satellites qui sont envoyés avec des nouveaux capteurs qui arrivent à filtrer les nuages, en fait. Et donc, on peut surpasser les limites qu'on a pu montrer. Il y a d'autres cas d'usage que l'incendie qui auraient pu être étudiés, notamment, par exemple, l'inondation et la sécheresse. Avec les images satellites, on arrive à monitorer le niveau de stress hydrique des terres, en fait. Et donc, pour la sécheresse, c'est super pertinent. Et enfin, ça permet de créer de nouvelles variables géographiques pour nos modèles, donc comme je l'ai dit rapidement. Et par exemple, une variable qui pourrait être intéressante dans un modèle, ça pourrait être, quand on veut souscrire un prospect, connaître le temps qu'il sépare d'une caserne de pompiers, par exemple, pour une protection incendie, ou pour un cambriolage, regarder les commissariats de police aux alentours. Et donc pour finir, merci. Pour finir, ce que je voulais dire aussi, c'est que grâce à ces nouvelles données, on peut enrichir notre compréhension des risques climatiques en combinant la multitude de sources qui peut exister, de données spatiales ou non, structurées ou non, et avec tous les modèles qui émergent, donc notamment le modèle segment anything, on peut faire de nombreux nouveaux cas d'usage. Eve a parlé de zonier tout à l'heure. Avec la multiplicité des données climatiques qu'on peut trouver, on peut aussi faire d'une part des zoniers historiques à partir de la sinistralité observée, en fonction des différents périls climatiques qu'il peut y avoir, mais aussi des zoniers prospectifs, notamment avec les données du GIEC qui nous donnent des indications et des tendances à court, moyen et long terme sur certaines variables climatiques. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Bruno. Je vais au pupitre parce que j'ai pas pris mon laptop. Alors, moi, ce dont je vais vous parler, c'est... Attendez. Ok. C'est bon. Alors moi, ce dont je vais vous parler, c'est en fait de l'intégration de ces données spatiales dans une partie du processus de tarification. Et donc, pour préciser le périmètre dont je vais parler, c'est vraiment en aval de ce que mes confrères de Milliman ont décrit auparavant. Donc, je ne vais pas parler déjà de la collecte de données et le traitement. Donc, moi, je vais partir du cas où on a effectivement des données spatiales qui ont été collectées et traitées de manière à pouvoir être liées après à des polices et à une expérience de sinistre. Donc, l'exemple typique, c'est évidemment des données, déjà comme effectivement ne serait-ce que le code postal où vous vivez, ou le code IRIS, l'information comme la température moyenne dans la zone où vous êtes, l'information comme le type de matériaux que votre maison, votre immeuble, enfin, avec lequel votre maison ou immeuble est construit, etc. Donc, les données, encore une fois, ici, sont données, pour le coup, on ne parlera pas de la collecte, et on ne parlera pas non plus de catastrophes naturelles. Donc, j'ai parlé surtout, en fait, des modèles, disons, standards, sur la traditionnelle, sur la fréquence, sévérité, sur des produits comme l'auto, la MRH, etc. Et donc, l'intégration de ce type de données dans les modèles de tarification. Donc, la raison pour laquelle c'est un sujet qui est évidemment pertinent, c'est qu'il y a des difficultés inhérentes au traitement de ce type d'informations.
Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on crée justement de modèles statistiques. Et donc après, je vais mentionner quelques techniques pour adresser ces difficultés, pouvoir construire des zoniers qui aient du sens et qui soient statistiquement valides. Donc la première chose, évidemment, donc je pense que tout le monde ici sait qu'une corrélation, mais une corrélation, c'est évidemment un lien entre différentes variables, enfin une ou deux, etc., enfin 2 variables ou plus. Et évidemment, on ne peut pas assurer de la causalité seulement par de l'analyse rétrospective de cette manière-là. On ne va pas se lancer dans un avis épistémologique sur la notion de causalité, mais idéalement, c'est comme ce vers quoi on voudrait tendre. D'une part, parce que ça a du sens de l'expliquer, et deuxièmement, parce qu'un phénomène qui est en tout cas relativement proche du causal a plus de chances d'être stable par la suite dans le temps. Donc là, ce qui va, en fait, le gros caveat ce que je vais expliquer dans cette présentation, c'est tout ce qui est la corrélation fallacieuse. Donc clairement, ça veut dire qu'on a en fait une relation apparente statistique entre différentes variables, mais qui en réalité n'est certainement pas causale et ne serait pas non plus susceptible de généralisation, ce qui nous embête le plus évidemment lorsqu'on veut construire des modèles prédictifs. Donc ce problème, évidemment, il n'existe pas seulement dans le cas des données spatiales, c'est un problème général du moment qu'on traite, qu'on crée des modèles statistiques prédictifs, mais il est particulièrement marqué dans le cas des données spatiales, parce que les données spatiales sont structurellement autocorrélées, donc très corrélées au territoire, donc forcément vous allez avoir beaucoup de prédicteurs qui vont en fait avoir du coup une structure très, très liée. Donc, on ne peut pas faire ce genre de discussion sans avoir un exemple un peu, plus ou moins original sur des corrélations un petit peu étranges. Donc là, en l'occurrence, c'est la corrélation entre les séries tempes, entre le taux de divorce dans le Maine et la consommation de margarine ramenée à la population. Donc, il n'y a même pas cet effet qui prend compte pour le coup dans le Maine aux États-Unis, hein, c'est pas en France. C'est pas le Maine-et-Loire. Donc voilà, c'est un effet qui, a priori, quand on regarde comme ça la corrélation sur ces temporelles de 10 ans, paraît manifeste. Mais c'est évidemment pas quelque chose qu'on pense susceptible de généralisation et certainement pas quelque chose que vous avez envie après de vendre à votre management, aux agents, etc. Si c'était dans le cadre de l'assurance. Donc deuxième exemple, tout aussi près de l'assurance, mais juste pour la transition. Je veux prédire les ventes de glace et j'ai 2 prédicteurs à disposition. Donc là, c'est plus spatial nécessairement, hein, mais le soleil, enfin la température plutôt, et la vente de lunettes. Les 2, statistiquement, sont probablement prédictifs. La vente de lunettes, mettons, sera un bon proxy de la température. Mais évidemment, quand on construit un modèle, au final, j'aimerais quand même plutôt avoir la température elle-même que la vente de lunettes qui peut être impactée par la luminosité, etc. Ou juste les sous qu'ont les gens et compagnie. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec le traitement de ce type de data parce que, en fait, il y a un phénomène avec les données spatiales qui est l'équivalent à 2 dimensions de ce qui se passe sur les séries temporelles. Donc les séries temporelles, c'est un phénomène connu. Hein. Vous avez des séries temporelles qui, a priori, sont indépendantes, devraient être indépendantes, mais lorsqu'on les analyse statistiquement, semblent être très corrélées. On peut créer artificiellement des effets de corrélation extrêmement forts. Et ces effets peuvent venir de différentes choses, mais essentiellement, il y a une composante majeure là-dedans qui est celle, en fait, de la dépendance explicite la dépendance implicite de ces 2 séries, en fait, au temps. Donc, en fait, on peut très bien créer facilement des séries qui ne sont pas liées. C'était l'exemple tout à l'heure de mon taux de divorce dans le Maine et de la consommation de margarine. Donc, ce phénomène, en fait, apparaît aussi à l'échelle spatiale, donc encore une fois à 2 dimensions. Et là, par exemple, sur la photo de droite, ce qu'on voit, c'est donc une carte où on représente la fréquence de vol MRH, donc sur un bouquin particulier, à gauche, et à droite, les températures moyennes. Donc on voit qu'il y a un effet, si on calculait des corrèles, on trouvait quelque chose d'assez marqué, alors que c'est pareil, on ne veut quand même pas non plus construire un modèle dans lequel on va expliquer que parce qu'il fait chaud chez vous, vous allez payer votre assurance vol plus cher. S'il fait plus chaud l'année dernière, au même endroit, l'assurance l'année prochaine va augmenter. Donc ça, on ne sait pas si c'est un facteur causal ou pas, mais ça paraît quand même assez peu probable. Et surtout, si votre agent vous dit ça, vous n'allez pas forcément être très content. Donc, ce phénomène, en fait, il a toujours existé, mais il est d'autant plus marqué maintenant du fait de la conjonction de 2 facteurs. Le premier étant, en fait, la quantité de prédicteurs disponibles. Donc effectivement, comme on le disait auparavant, maintenant il y a beaucoup plus de bases en fait en open data ou de bases tierces que l'on peut acheter qui permettent de récupérer plein d'infos. Et ça, plein d'assureurs le font, d'aller scroller des apps Google, l'API de Google ou autre, récupérer de l'information et après de pouvoir tester
ces prédicteurs potentiels dans les modèles de tarifs. Et en conjonction avec ça, il y a le fait qu'on a maintenant la capacité technologique de pouvoir traiter justement des bases très larges. Avant, si on faisait tout à la main, on vous met 800 variables spatiales externes, vous n'allez pas vous amuser à tout tester, sauf si vous n'avez vraiment rien à faire. Mais maintenant, on peut mettre ça dans un algorithme et laisser purement les stats, l'algo, en fait, déterminer ce qui a du sens. Mais justement, ce qui a du sens, ce n'est pas toujours donné. Et il faut faire attention en fait, à ce qui va être intégré par l'algorithme et ne pas toujours se fier des effets statistiques qui, des fois, sont un petit peu trompeurs. Donc, la conjonction de ces deux facteurs, encore une fois, en fait, accroît l'exposition à ce type de choses et du coup aussi demande à ce que les actuaires, les modélisateurs fassent attention lorsqu'ils explorent ce type de dataset et prennent en compte, fassent attention à la façon dont les effets sont pris en compte dans les modèles statistiques. Donc, les raisons pour lesquelles, évidemment, c'est pas bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que globalement, si vous sortez un modèle avec des corrélations fallacieuses évidentes, ça va jeter un doute assez net sur la qualité de votre modèle. Encore une fois, aussi bien en interne qu'en externe, qu'auprès des clients, si jamais ça se repère d'une manière ou d'une autre, auprès de la régulation aussi, évidemment. Deuxième chose, fait important, là, purement statistique, disons, le fait que des corrélations fallacieuses, ça peut prendre du signal à des variables qui, elles, sont prédictives et susceptibles de généralisation. Donc la façon dont on calibre ces modèles, en fait, va être impactée par ce que vous mettez, évidemment, et par l'ordre dans lequel vous le mettez. Et en fait, tout ça, le résultat, c'est du coup la généralisation à de nouvelles polices, dans le temps, ou en fait à de nouvelles polices aussi dans l'espace, versus ce sur quoi vous avez backtesté vos modèles, peut être en fait grandement dégradé, et vous avez simplement mis dans votre modèle des effets qui n'ont pas lieu d'être, et vous allez du coup avoir ça va donner des conséquences métiers potentiellement très mauvaises. Donc l'exemple que je vais prendre ici, c'est, pas besoin de tout lire, je vais expliquer. Vous faites un modèle, mettons un modèle auto. Vous mettez d'abord les caractéristiques habituelles, client, véhicule, etc. Premier modèle de base sur l'info personnelle déclarative. Vous avez à disposition différents prédicteurs spatiaux. Dans mon exemple, je prends la température et la densité. Et mettons que dans mon portefeuille hypothétique, je sois très exposé aux villes dans le sud et plutôt dans des zones rurales au nord. Donc ce qui va se passer, c'est que dans mon portefeuille, j'aurai une grosse corrélation entre la densité de population et la température. Si je fais le modèle un petit peu naïvement, je balance ça dans un algorithme, je me dis, bon, la significativité est plus ou moins la même, je prends la température, mettons, et ce qui va se passer, c'est que du coup, dans mon modèle, dans les zones chaudes sur lesquelles je n'ai pas d'expo, je vais pricer très haut. Donc en fait, je vais majorer toutes les zones chaudes qui ne sont pas dans le sud, alors que en fait, c'est un effet ici qui est complètement fallacieux. Donc évidemment, après, quand vous allez passer ça vraiment en déploiement par la suite, vous allez vous retrouver anti-sélectionné sur ces zones où vous n'avez pas d'expo auparavant. Donc évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ce type de choses. Donc là, je vais mentionner trois façons d'adresser en partie ces problèmes. Donc ce ne sont pas des voies de remédiation qui sont orthogonales, on peut les faire évidemment en conjonction. Donc la première et à mon sens la plus importante, c'est en fait évidemment de faire un premier lissage spatial pour capturer en fait la composante purement géographique du signal. Donc là, si vous avez un effet qui se retrouve à tel endroit dans le territoire, c'est vraiment un effet qui est lié à cet endroit dans le territoire. Et effectivement, là, la notion de lissage permet de capturer le fait que vous n'avez pas d'expo partout. Donc ça vous permet en fait de gérer la crédibilité de données observées sur votre portefeuille à vous. Ensuite, la notion de modélisation hiérarchique. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails de la façon de l'implémenter dans les différents types d'algorithmes, sauf s'il y a des questions là-dessus. Mais l'idée, en fait, déjà, là, un petit peu de jugeote, en fait, de faire les choses de façon crédible. Si vous avez des variables extrêmement exotiques, peut-être commencez plutôt par mettre les variables peu exotiques. Dans le cas de l'incendie, effectivement, la distance à laquelle la caserne de pompiers se situe, ça paraît quand même plus logique que d'aller chercher le nombre de gens qui sont abonnés à Automagazine à côté. Et ça, je l'ai vu en Angleterre, ce genre de variable, par exemple, et ça paraît quand même assez bizarre. Donc, effectivement, juste de mettre un petit peu là de common sense et du coup de commencer à porter le signal sur les variables qui, a priori, ont du sens et seulement après aller chercher les effets résiduels. Dernier point, et là, sans lancer un débat sur les classes de modèles à utiliser, plus les modèles que vous allez utiliser ont une capacité de représentation importante et plus ils peuvent être complexes, plus vous aurez de paramètres, tout simplement, plus la compréhension du modèle final sera compliquée. Et donc, des fois, c'est même en termes d'utilisation de variables, des fois en termes d'impact et de contribution des variables, d'effet d'une variable isolée du reste. Donc, en fait, plus vous avez
de prédicteurs possibles, moins vous comprenez ce que vous mettez dedans, et si vous laissez le modèle, si en plus vous ne comprenez même plus la structure du modèle, ça augmente évidemment la probabilité d'inclure des choses qui n'auraient pas lieu d'être. Donc là, pour revenir sur mon exemple de tout à l'heure, je vais faire assez vite, donc même cas que tout à l'heure où on avait intégré la température, alors qu'en fait l'effet réel sous-jacent était celui de la densité. Là, si on lise d'abord spatialement le signal, on va évidemment capturer d'abord la composante, on est dans le sud ou pas, et quand on va regarder la température, on ne captera d'effet sur les résidus que si il y a bien un effet qui est la température. Donc quand vous faites ça, vous êtes sûr justement d'aller récupérer un effet restant, seulement si on a une fois décoré la position réellement où le policyholder se trouve. Donc l'idée étant évidemment, comme toujours, de ne pas se retrouver anti-sélectionné d'une manière ou d'une autre à la fin. Donc voilà, ça c'est un exemple où par exemple, c'est un exemple hypothétique, où en fait on partirait d'un modèle pour le coup très très lissé, avec un lissage spatial, dans lequel après on peut effectivement intégrer de l'information provenant de variables externes, et qui du coup peuvent parfois varier aussi à un degré en fait de distance caractéristique qui est plus faible que celle du zonier, parce que en fait, quand vous n'allez pas intégrer la température, on peut s'autoriser en fait à utiliser l'expérience sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, vous pouvez aussi combiner, si vous voulez, un phénomène un petit peu basse fréquence sur le zonier, et du coup des variations plus marquées sur des différentes zones, pour peu que vous ayez accès à cette information externe à des niveaux de granularité plus fins. Un dernier point, qui est plus spécialement, qui est plus vraiment statistique, disons, c'est simplement d'un point de vue purement opérationnel. Le zonier, c'est un sujet qui est traditionnellement extrêmement sensible, parce que c'est quelque chose qui se voit, ça peut se voir par les clients, ça se voit beaucoup par les agents. Donc dans le monde de l'intermédiaire, ce qui se passe, c'est que c'est pas toujours facile de justifier ce qui se passe, parce qu'en fait, le périmètre d'un agent est spécialement localisé. Quand vous faites votre zonier, vous ne vous préoccupez pas nécessairement de ce qui se passe chez un agent en particulier, mais vous regardez ce qui se passe à l'échelle statistique, et en fait, quels sont les paramètres de calibration de modèle qui vous donnent la meilleure performance à l'échelle du territoire. Donc si votre agent, pour une raison ou pour une autre, enfin, si à la sortie de votre zonier, vous avez des variations assez fortes dans le périmètre d'un agent, parce qu'encore une fois, vous avez calibré ça à l'échelle du territoire, ils ne vont pas comprendre. Parce que si on vous dit que d'une rue à l'autre, il y a un changement de prix de 10% juste parce qu'on est de l'autre côté de la rue, ce sera un petit peu difficile à faire passer. Inversement, si par contre, il y a des fois des variations qui sont à des échelles de mailles qui sont beaucoup plus larges que le périmètre de l'agent, vous pouvez avoir des effets de majoration ou de discount qui ont touché tout son périmètre, et des gens qui vont se retrouver impactés par des zones à côté dont eux n'ont pas connaissance de manière directe. Donc expliquer ce type de phénomène et justifier statistiquement, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas s'amuser à regarder en détail tous les calculs vraiment que vous avez dans un zonier. Donc du coup, le fait déjà de pouvoir avoir quelque chose de stable dans le temps, c'est une chose importante en soi pour quand même essayer de simplifier la relation avec la distribution, et aussi pour revenir au problème des variables vraiment autres que le résultat final, vraiment le coefficient, si vous voulez, sur la zone géo. Si vous avez effectivement, que je disais tout à l'heure, le type de construction pour les MRH, c'est logique d'expliquer ça à un agent qui a une majoration parce que votre toit est en bois, mais pas en tuiles. Mais par contre, si vous expliquez que c'est lié à la consommation de margarine moyenne dans votre arrondissement, c'est quand même dur à faire passer auprès de la distribution. Voilà, donc c'est l'idée, c'est un sujet qu'encore une fois, tous ceux qui font du tarif ont dû gérer d'une manière ou d'une autre. C'est un problème qui est complexe, il y a différentes façons de le faire, mais c'est un problème qui est toujours existant et qui est encore une fois de pire en pire, enfin de pire en pire, ou de mieux en mieux, selon l'angle dans lequel on prend, parce qu'on a accès à beaucoup plus de prédicteurs et parce qu'on a accès à la capacité statistique de les traiter et de les analyser. Sur ce, alors je crois qu'on est un peu en retard, ouais. Sur ce, du coup, on va prendre des questions si vous en avez, donc aussi bien pour Antoine et Ève que pour moi, si vous voulez. Oui, non, pas de questions. Okay. Si vous avez des questions plus tard, nous avons l'un, Milliman et nous, des stands à côté, donc si vous voulez passer pour un café et des questions par la suite, n'hésitez pas non plus.